propose qu'on accueille Bruno Fuligny, il est historien. Vous allez vous décaler d'un cran et Fuligny va nous rejoindre. Vous publiez un tour du monde des terres françaises oubliées, c'est-à-dire ces terres exotiques, bizarres, dérisoires parfois, sur lesquelles flotte le drapeau français. On va voir tout de suite la carte des terres françaises oubliées qu'a dessinée pour votre livre Sergio Aquindo. Elle va apparaître sur notre écran. Et puisqu'il est question de propriété dans cette émission, Bruno Fuligny, les voilà, non, on les voit à l'écran, mais on les voit pas sur notre plateau, ce serait trop beau. Alors, grâce à toutes ces possessions de la France dans le monde, vous dites qu'en fait, la France est 20 fois plus grande qu'on ne le croit. Hein. Oui, à l'école, on apprend que la France fait 552 000 km². Ça, c'est la métropole. Mais si on compte l'outre-mer, on double en fait la superficie, 1 100 000 km². Et si on ajoute les domaines maritimes, toutes les eaux qui sont autour de ces îles et qui sont soit des eaux territoriales, soit des zones économiques exclusives, alors là, on arrive à 12 millions de kilomètres carrés au total. C'est plus grand que la Chine. Et alors on voit tous ces petits drapeaux français, si toutefois on les voit, tous ces petits drapeaux français qui flottent sur le globe. Alors la plupart des territoires dont on va parler ne sont absolument pas habités, comme la Terre Adélie par exemple. 400 000 km² dans l'Antarctique. On va regarder, elle est là, la Terre Adélie. Hein. C'est une part de gâteau dans l'océan, dans l'Antarctique. Dans l'Antarctique. La part de gâteau. Alors ça a la forme d'une part de tarte, on pourrait sourire. Au passage, c'est plus grand que l'Allemagne. Parce que les proportions du continent antarctique sont telles que ce petit morceau d'Antarctique qui va du pôle sud jusqu'au littoral et qui est revendiqué par la France depuis Dumont d'Urville, eh bien, c'est plus grand que l'Allemagne, c'est 430 000 km². Et alors, ce qui est très drôle, c'est que cette part de tarte, elle est entre deux parts de tarte revendiquées par l'Australie, ce qui fait que c'est avec l'Australie que la France a sa plus longue frontière terrestre. Oui, la deuxième, c'est avec le Brésil. Avec le Brésil au niveau de la Guyane. La Guyane, évidemment. Alors, on va voir des images des Kerguelen. Là aussi, alors voilà un petit bout d'île qui se trouve en plein perdu, pratiquement au niveau de l'Antarctique. L'intérêt de ces îles qui sont absolument pas habitées, les Kerguelen. Alors, il y a une population, mais qui n'est pas permanente. Il y a une cinquantaine de chercheurs et de techniciens qui se relèvent à Port-au-Français. Mais alors, en revanche, tout ce qu'il y a autour, ça nous appartient. Exactement. Les eaux qui sont autour sont des eaux françaises et donc au total, c'est ça qui nous procure un domaine maritime gigantesque. Le deuxième du monde, derrière les États-Unis. Le deuxième du monde derrière les États-Unis et encore c'est parce qu'il y a quelques îles dont nous avons perdu la trace. Si nous les retrouvions, nous dépasserions les États-Unis en domaine maritime. On va voir quelques-uns ensemble. Alors parmi tous ces territoires exotiques et bizarres, je vous emmène directement à l'île aux cochons. Alors pourquoi est-ce que l'île aux cochons est si intéressante L'île aux cochons me fait rêver. C'est Bruno Léandri qui a levé ce lièvre et c'est extraordinaire. On la voit ici. C'est que l'île aux cochons est une île subantarctique. Donc pour en faire la cartographie, il faudrait envoyer des gens aller se congeler sur pied dans un territoire vraiment inhospitalier. Donc on a fait la carte à partir de photos satellites. Sauf que compte tenu des conditions météo, il y a toujours une couronne nuageuse. Ce qui fait qu'il y a une portion du territoire français qui n'est pas cartographiée. Aujourd'hui encore, il reste une terre totalement inconnue. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Alors, c'est peut-être pas intéressant du tout, mais on a le droit de rêver. Et donc, on peut imaginer qu'il y a encore une civilisation à découvrir quelque part sur une île française du bout du monde. Alors, il y a les îles Chesterfield. On les a depuis 1878. Elles puent horriblement. Les îles Chesterfield, quand on voit les images, c'est très beau parce que c'est vraiment l'archétype de l'île exotique, le sable clair, les eaux cristallines, sauf que c'est un champ de guano. Ça fait des millénaires que les oiseaux de mer y déposent leur déjection et au 19e siècle, le guano, c'était très recherché parce qu'on en faisait de l'engrais, c'est du phosphate pur et donc il y a eu une véritable ruée vers le guano. Ces îles Chesterfield, elles sont proches de l'Australie et un jour arrive en Nouvelle-Calédonie un Anglais qui explique entre deux bières qu'il va au Chesterfield pour en prendre possession pour les Britanniques. Comment Alors on le fait boire. Puis quand il roule complètement sous la table, on court avertir le gouverneur français. Et ces îles Chesterfield dont personne ne s'était préoccupé, elles vont devenir françaises. Le temps que l'anglais dessoule, on va y planter un drapeau français. Et depuis, elles sont françaises. C'est vraiment... Ça rappelle Khrouchtchev et la Crimée. Exactement. Et alors ce qui est marrant, c'est que dès qu'on a eu les Chesterfield, évidemment, comme on est français, on a envoyé qui? Eh ben oui, à partir du moment où on a eu les Chesterfield, on a exploité le guano. Et d'ailleurs, c'est celui qui s'est emparé des Chesterfield qui, en récompense, a eu la concession du guano. Mais c'est territoire français, et donc il y a l'impôt à payer. Et donc, comment prélever l'impôt sur le guano? Eh bien, on a envoyé un fonctionnaire du fisc, Monsieur Martin, qui est allé avec sa femme, Madame Martin. Et donc, on a des documents d'archives extraordinaires où il est question des Martins qui se retrouvent dans des îles où il n'y a rien.
Il y a personne. À surveiller l'extraction de la crotte d'oiseau de mer et qui sont là pour prélever 1 franc par tonne de guano extrait. Alors, ils tiennent 3 mois, ils s'en vont. Alors l'administration finit par dire à l'exploitant, bon écoutez, on va faire ça sous le régime d'une simple déclaration, hein, ce sera plus simple. Et alors là, bizarrement, les tonnes de guano extraites s'effondrent. Plus personne n'extrait voilà, les du mauvaises guano. langues disent qu'elles ont été commercialisées en Australie et en franchise d'impôt. Donc, mais ces îles, quand même, elles font combien de surface? Alors là, elles c'est sont tout à fait disséminées intéressant. sur des milliers Oui, et des parce que ce sont au total un seul kilomètre carré, mais en 60 îles et îlots. Et ces 60 îles et îlots s'étalent sur 20 000 kilomètres carrés d'étendue océanique. Par ailleurs, c'est un des derniers points du monde où il y a des îles qui n'ont pas encore de nom. C'est la vraie richesse des Chesterfield d'aujourd'hui, c'est qu'on peut encore aller sur un rocher, un Et îlot, déposer une et marque. déposer son nom. Et on peut déposer la marque ensuite. L'île des Faisans, extraordinaire. Alors voilà une île qui est très singulière. Elle est entre la France et l'Espagne et elle a cette particularité, Bruno Fulini. Eh bien, tous les 6 mois, la France s'agrandit ou rétrécit. C'est-à-dire qu'on est sur la Bidassoa, une rivière, un petit fleuve qui sépare la France et On le voit, c'est l'Espagne. là où il était. Oui, oui. Et au milieu, eh bien, il y a une île. Alors cette île, en fait, elle est en indivision perpétuelle entre la France et l'Espagne. Simplement, comme il fallait quand même y assurer un pouvoir de police localement, elle change d'administration tous les 6 mois. Elle est soit française, soit espagnole. Tous les 6 mois. Alors, c'est une île basque, je dis ça au passage. Oui. Elle remonte au traité des Pyrénées. C'est là où a été traité signé le contrat de C'était la mariage gravure qu'on voyait juste entre Mazarin et le roi d'Espagne pour le mariage de Louis XIV. Et c'est là que François Ier a été rendu. Il avait été capturé à Pavie. On paye sa rançon, on le dépose là, et c'est de là qu'il passe en Alors, France. encore une fois, il n'y a C'est aucun habitant dans l'île aux faisans. Il n'y a que. Non seulement il n'y a pas d'habitants, mais il n'y a pas de faisans, il n'y a que des canards. Et en fait, on l'appelle l'île des faisans parce que les faisans, ce sont ceux qui ont le pouvoir de faire les hommes de diplomates. pouvoir, les diplomates. Voilà. Et seuls des diplomates pouvaient concevoir Les un hommes de traité, système seuls. dans lequel une île change d'administration et de pays tous les 6 mois. Alors, une que j'aime beaucoup, c'est l'île Julia, qui est au large de la Sicile. L'île Julia, alors, C'est une terre on en a précieuse. pris possession lorsqu'elle est sortie de l'eau. C'est une île volcanique, et on va la voir là. En fait, c'est un volcan sous-marin. Non, là, c'est pas celle-là, vous vous trompez. Ah, non. C'est au large de la Sicile, hein, mais c'est pas grave. C'est bon, Et entre la Sicile, voilà. la Tunisie et Malte. Et on a donc on l'a sortie de l'eau. Elle est sortie de l'eau en 1831. On a envoyé immédiatement un gouverneur après en avoir pris possession. Il est arrivé trop tard, hein, pour raconter. C'est-à-dire que c'est une île en fait capricieuse. En fait, c'est un volcan sous-marin. De temps en temps, il y a une éruption, donc ça fait sortir une île. Et le temps que les puissances arrivent pour y planter leur drapeau, l'île a disparu. Là, en ce moment, on la voit. Elle est à 8 mètres sous l'eau. À 8 mètres seulement. Et il y a quelques années, le Canard enchaîné avait suggéré d'envoyer des hommes grenouilles pour planter sous l'eau un drapeau bleu, blanc, rouge étanche et illifugé pour que l'île ressorte française. Alors, c'était évidemment un gag, sauf que quelques semaines après, des plongeurs italiens sont allés pour déposer on voit un drapeau l'image. et même une plaque. Voilà. Il y a même une plaque. Et pour elle, elle s'appelle l'île Ferdinand. Ferdinand. Et pour les Britanniques, c'est l'île Graham, parce qu'à l'époque, les Britanniques étaient à Malte. On est dans une zone tout à fait stratégique, c'est-à-dire qu'on peut sourire, bien sûr, et moi le premier de ces histoires, mais à chaque fois, il y a un enjeu de pouvoir, un enjeu de territoire, et puis des eaux à contrôler autour. Une réaction, l'île Julia? Non, ça vous laisse quoi? C'est passionnant. Alors, une autre. Alors, il n'y a pas que les îles, hein, dans votre livre. La France, dites-vous, est propriétaire. Par exemple, en Allemagne, on est propriétaire de 45 km². Oui, une petite partie de l'Allemagne est déjà sous tutelle française, donc vous voyez ça, vous voulez dire que vous- on peut continuer, hein, progressons. Non, mais sérieusement, il y a par exemple sur le Rhin 3 communes françaises qui sont des communes françaises qui sont propriétaires de ce qu'il y a de l'autre côté du Rhin. Tout simplement parce qu'au XVIe siècle, le Rhin, il y a eu une crue et le Rhin a changé de cours. Et donc se posait le problème de ce qui était entre l'ancien cours et le nouveau cours. C'est assez classique sur les fleuves frontières. Et donc les communes françaises sont propriétaires des terres allemandes qui sont en face. De même, du côté de Wissembourg, il y a une vaste forêt. Oui, la forêt, on va la du voir en Mundat. photo, là, d'ailleurs. Elle Le est très Mundat, belle. voilà, une très vaste forêt qui est propriété, là, non pas de la commune, mais de la France, suite à un accord Mitterrand-Kohl de 1984. On n'a pas vu la forêt, mais faites-moi confiance. Là, voilà, Là, voilà. regardez comme c'est beau. Et c'est français. Et alors, il y a évidemment, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'il y en a tellement. À Jérusalem. Alors, Jérusalem, Oui. vous nous avez fait découvrir qu'on est propriétaire de sanctuaires. Oui, il y a plusieurs lieux, bâtiments, enceintes qui sont françaises. Et la plus extraordinaire, c'est le tombeau des rois. Parce que c'est une possession troglodytique, en fait, Ouais. qui est sous la garde de la France depuis le milieu du 19e siècle. Alors au départ, on a cru que c'était le tombeau des rois de Juda, les rois bibliques. En fait, les archéologues, depuis, ont découvert que c'était tout à fait autre chose. Néanmoins, c'est sous la garde de la France. Je dirais que c'est un petit peu tout ce qui nous reste des croisades. Ouais. Et là, c'est pas très intéressant. Oui, C'est le Pierre cas inverse, et Bruno le sait bien, ce sont les îles anglo-normandes, qui est le dernier territoire français sous possession britannique,
puisque la reine d'Angleterre est souveraine, mais c'est bien la Normandie, ce n'est pas le royaume d'Angleterre, et les îles Jersey et Guernesey, c'est un territoire français administré par l'Angleterre. Ah bon, vous êtes d'accord Donc nous avons une reine quand même. Disons que la reine d'Angleterre à Jersey et Guernesey ne porte pas de couronne sur les billets de banque parce qu'elle règne là en tant que duc de Normandie. Voilà. Elle revendique ce C'est ce titre qui de reste duc du de duché de Normandie. Normandie, de Guillaume le Conquérant, Tout à fait. sous possession anglaise. Mais c'est un territoire français, D'accord. avec la langue officielle comme le français. Alors, quels autres exemples? Les conquêtes de Napoléon, il n'en reste rien, on a tout rendu Pas après tout à fait. Waterloo. Pas tout à fait. Oui. Alors, en Allemagne, on a quand même quelques mètres carrés qui correspondent au monument de la stèle de la Tour d'Auvergne, le premier grenadier de l'Empire. Il est mort, il est enterré. Donc, le territoire devient français, il l'est toujours. Donc, il y a 2 mètres carrés de terre française au milieu de la Bavière. Qui s'ajoute aux 45 km². Voilà, exactement. Donc, vous voyez, on progresse. Hein. Là, on est vraiment au cœur de la Bavière, sachant que c'est totalement absurde dans la mesure où, depuis, les restes de la Tour d'Auvergne sont au Panthéon. Donc, il ne reste plus que le monument. Et puis, allons un peu plus vers l'Est. Là, on traverse complètement l'Allemagne. On arrive en République tchèque. Et bien, sur le site de la bataille d'Austerlitz, il y a un mémorial avec également une sorte de carré français Il y a aussi la maison de Longwood qu'on va voir à l'île de Sainte-Hélène. À l'île de Sainte-Hélène, il y a même 3 enclaves françaises à l'intérieur de l'île. L'île est britannique, mais les lieux qui sont liés aux souvenirs napoléoniens sont de véritables enclaves françaises suite à un traité conclu entre Napoléon III et la reine Victoria. Donc la maison de Longwood, le carré, la voilà. La vallée du Très Tombeau, jolie, la maison de Longwood, avec le drapeau et la français ferme qui des Brillards. flotte sur l'île de Sainte-Hélène, et le carré d'Austerlitz qu'on va voir également. Alors il en reste beaucoup dans votre livre, on les a pas tous regardés, mais il y a votre préféré qui est un récif. Oui, alors le récif Ernest Le Gouvet, ça vraiment, c'est vraiment pour les amateurs de géographie. Ernest Le Gouvet, c'est au départ un dramaturge de la Belle Époque, académicien, complètement oublié aujourd'hui, mais qui avait ses admirateurs il y a un siècle, à tel point qu'un armateur a donné son nom à un vaisseau. Et ce vaisseau, en naviguant dans le Pacifique Sud, mais alors vraiment dans la partie froide du Pacifique Sud, non loin de l'Antarctique, a vu un récif et lui a donné le nom du bateau et de l'académicien. Donc c'est devenu le récif Ernest Le Gouvet. Alors une possession française dans une zone où il n'y a aucune autre terre, ça représenterait donc 430 000 km² de domaine maritime, sauf que depuis, on ne l'a jamais revu, ce récif. Alors, soit le capitaine avait un peu forcé sur la boisson, ce qui est possible, soit, ce qui arrive aussi, l'île a disparu entre-temps pour des raisons physiques, géographiques, mais si on creuse un peu, on est pris d'un horrible soupçon. En effet, Ernest Le Gouvet, il était copain avec Jules Verne. C'est même lui qui a incité Jules Verne à présenter sa candidature à l'Académie française, candidature refusée. Et que se passe-t-il? Quand on regarde les coordonnées géographiques d'Ernest Le Gouvet, on trouve celle de Tabor, l'île mystérieuse, dernier refuge du capitaine Nemo. Ce qui fait qu'on peut légitimement se demander s'il n'y a pas eu un canular magistral, un académicien, un écrivain, un armateur, un capitaine, qui ont réussi à berner toute la communauté des géographes. Ça veut dire qu'en fait, ce récif n'aurait jamais existé. Ce récif est français, s'il existe. Mais je ne suis pas du tout certain qu'il existe. De toute façon, dans l'île mystérieuse, il a explosé. Il a explosé. Donc c'est le tour du monde des terres françaises oubliées. Vous insistez bien sur le fait que ce sont des terres françaises qui n'oppriment personne, puisqu'il n'y a pas d'habitants ou pas d'habitants permanents. Il y a quand même des gouvernements autres que le nôtre qui les revendiquent, mais ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Ça n'a décrété des réactions. Si je comprends bien qu'il n'y a plus que la Corse qui n'est pas française. Quoi, si je comprends bien. On attend qu'il n'y ait plus d'État-nation pour oublier toutes ces petites choses. Pascal Salin. Oui, je partage ce sentiment. C'est que c'est bien l'exemple que la nation peut être morcelée et variée. Et c'est peut-être une leçon pour l'Europe, parce qu'on veut centraliser l'Europe, alors qu'on pourrait avoir une beaucoup plus grande diversité, tout un morcellement de choses plus ou moins autonomes. Mais la France n'est pas du tout une puissance européenne. En fait, sur les 12 millions d'étendues que j'indiquais, il n'y a pas 10% qui sont en Europe. La France est une puissance mondiale. Oui. Enfin, cela dit, sur les 12 millions que vous indiquez, il y a 11 millions, c'est de la flotte quand même. Oui, et puis le reste, c'est beaucoup de la glace. Soyons honnêtes, je raisonne uniquement en kilomètres carrés. Oui, il faudrait mieux répartir la population, on est d'accord. Diana Filipova, vous y voyez l'émergence d'une économie collaborative telle que vous la souhaitez? Absolument, il faudrait faire des projets open source, open hardware sur ces des terres. C'est beaucoup de zones économiques exclusives quand même, parce que l'intérêt du domaine maritime, c'est que ça crée des zones économiques exclusives. Non, ce qui est marrant, c'est de comparer ça aux possessions françaises d'il y a 60-70 ans et de comment la France faisait fructifier, quoi. Donc, Mais on commence à se dire que la mer aura une énorme importance dans l'avenir.
Beaucoup de gens le disent, oui, du point de vue tout simplement économique. Les ressources donc, halieutiques, et puis le jour où on réussira à exploiter le sous-sol sous-marin, effectivement, ces possessions qui nous font sourire et qui sont liées à des histoires un petit peu rocambolesques vont peut-être devenir effectivement de véritables coffres-forts, de véritables îles au trésor. Et là, on se battra pour les conserver. Oui. Les fonds des mers sont quand même très abîmés. Hein. Mais, Judith Revel. Je pense que c'est aussi des histoires de... Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dans les fonds sous-marins des îles qui apparaissent et qui disparaissent, mais s'il y a du pétrole, ou si on améliore et on abaisse le coût des forages maritimes, par exemple, maintenant ça coûte très cher. Mais ça se fait techniquement, quand ça coûtera moins cher, ça devient des enjeux stratégiques absolument énormes. Il y a une histoire très, très, très étonnante de ce point de vue-là. Nous avons failli être propriétaires des Galapagos, parce qu'il y avait un consul en Équateur qui avait dit on pourrait les acheter. Le Quai d'Orsay lui a dit oui, vraiment. Alors il a insisté en disant, vous savez, peut-être qu'un jour, on est au début du 19e siècle, peut-être qu'un jour on creusera un canal dans l'isthme de Panama, et ça serait intéressant d'avoir une base navale côté Pacifique. Alors tout le monde a rigolé, et on a laissé tomber. Et du coup, lui, il a acheté une île des Galapagos pour lui, et il l'a léguée à sa commune. Et c'est ainsi qu'une petite commune des Pyrénées française, Barcus, est propriétaire d'une île dans le Pacifique, alors qu'elle n'a elle-même aucun accès à la mer. Léonie Simoka. Je suis ravie par l'intérêt intellectuel de la chose. Jean-Claude Carrière. J'aime beaucoup cette idée d'une France en confetti, comme ça, comme si elle avait été semée au hasard un peu sur les mers du globe. J'aime beaucoup ça. Personne n'a rien à ajouter sur l'idée de propriété en général. Ça montre peut-être aussi l'absurdité de cette idée selon laquelle un pays est propriétaire des mers jusqu'à un certain nombre de kilomètres. Et il y aurait une conception tout à fait différente qui consisterait à privatiser les mers, et c'est-à-dire donner des droits, par exemple, aux pêcheurs qui auraient été les premiers à exploiter telle ou telle zone. On pourrait etc. louer le golfe de Gascogne, oui. Par exemple. Vous faites partie de ceux qui veulent privatiser les trottoirs, par exemple, considérant qu'ils seraient mieux nettoyés si chacun en était propriétaire. C'est les libertariens qui sont comme ça, c'est Oui. ça? Oui. Gaspard Koenig, non? Non, mais cette idée, parce que quand on parlait, les gens disent on possède, c'est à nous, on a cette île. C'est un peu bizarre, je trouve, de dire ça. Qui possède. C'est une propriété Parce que Je suis collective. français, je Je pense possède toujours, une terre. je pense toujours à la fameuse phrase de Rousseau qui a déclenché tellement de littérature. Le premier qui a dit, qui a formé un enclos en disant ceci est à moi. Et la fameuse phrase qui suit et qui a traversé des siècles, disant les fruits sont à tous, la terre n'est à personne. Je crois que c'est une chose que nous devrions, une phrase que nous devrions. Il avait le génie de la formule, Rousseau. Pas forcément toujours exact. Moi, je dirais le contraire. Oui. À savoir que la terre devrait être individualisée. Et les mers aussi. La terre à tous et les fruits à personne, c'est ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission. On se quitte évidemment en musique, avec musique post-bourgeoise.